réveil, c'est le morning. Merci d'être avec nous. Voici les titres à la une de l'actualité ce matin. Kepler 452b, c'est à ce doux nom que répond une planète cousine de la Terre. La NASA a annoncé avec émotion sa découverte. Plus grosse et plus vieille, cette Terre 2.0 pourrait abriter une forme de vie et nous en apprendre davantage sur la nôtre. Et puis après 6 jours de crise, la mobilisation des éleveurs de France est en train de changer. Les barrages cèdent peu à peu la place aux actions coup de poing et François Hollande fait pression pour la première fois sur la grande distribution. Et alors que 2 Palestiniens ont été tués en moins de 48 heures, la guerre des pierres atteint de nouveaux records en Cisjordanie. Les attaques palestiniennes à coups de cailloux et de pavés sont en pleine recrudescence. On s'arrête ce matin sur cette forme historique de la lutte palestinienne. Enfin, comme tous les vendredis, on fait le point sur l'actu média de la semaine. Le grand mercato en vue de la grille de rentrée se poursuit. Canal revoit totalement sa stratégie du clair et du crypté. Et le seul magazine gay de France, Tétu, va disparaître. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, on démarre par cette information. 4 jours après l'attentat de Sourouk attribué à Daesh en Turquie, l'armée de l'air turque riposte et bombarde des positions djihadistes en Syrie hier soir et ce matin encore. Dans le même temps, on apprend qu'après des mois de négociations, Ankara a décidé d'autoriser les États-Unis à frapper l'État islamique depuis son territoire. C'est ce qu'affirme en tout cas le Wall Street Journal. Les précisions d'Elsa Mourgue. Murs, tranchées et caméras de surveillance, la Turquie renforce son dispositif militaire à la frontière syrienne. Certes, ce n'est pas officiellement une entrée en guerre, mais Ankara a néanmoins autorisé pour la première fois les États-Unis à mener des frappes contre le pays depuis son territoire. Selon le Wall Street Journal, la Maison-Blanche confirme une coopération accrue entre les deux pays. Le président a organisé une conversation téléphonique au cours de laquelle les dirigeants ont parlé d'intensifier leur effort de coopération face à l'État islamique. La situation à la frontière s'est tendue jeudi. Un soldat a été tué dans des échanges de tirs entre armées turques et djihadistes du prétendu État islamique. Rassemblé en réunion extraordinaire, l'état-major turc affirme qu'une 60aine de soldats ont pénétré en territoire syrien équipés d'armes lourdes. Une opération spéciale qui tranche avec l'attitude dénoncée comme laxiste du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, qui jusqu'ici s'est gardé d'intervenir en Syrie malgré les 900 km de frontières communes et avait refusé d'intervenir en soutien aux milices kurdes lors de la bataille de Kobané. Cette opération intervient 3 jours après l'attentat de Sourouk qui a visé des militants pro-kurdes et fait 32 morts ainsi qu'une centaine de blessés et qui pourrait être l'œuvre de djihadistes de Daesh. Le PKK, le parti kurde, qui estime que les autorités turques ne les protègent pas, a revendiqué l'attaque mercredi de 2 policiers, les accusant d'être des complices de l'organisation islamiste et faisant de cette attaque une opération punitive. Leurs funérailles ont eu lieu ce jeudi. Personne ne plongera ce pays dans la terreur en employant des moyens barbares, abominables et haineux, et en perpétrant des meurtres et de telles catastrophes. L'unité nationale résistera, quel qu'en soit le prix. Et une autre attaque de policiers a eu lieu cette fois-ci à Diyarbakir, jeudi après-midi. Lors d'un banal contrôle routier dans une des rues principales de la ville, 2 policiers turcs ont été pris pour cible. L'un des 2, touché par balle à la tête, est mort sur le coup. La Turquie en guerre contre Daesh. Autre information de cette matinée, il s'agit de cette nouvelle fusillade aux États-Unis. Un homme blanc âgé de 58 ans a ouvert le feu cette nuit dans un cinéma de Louisiane, dans le sud des États-Unis. Il aurait tué 2 personnes avant de mettre fin à ses jours. Steve Jourdain. La fusillade a éclaté peu après 19 h dans un petit cinéma de Lafayette. Le film Crazy Amy est projeté. Un homme se lève et ouvre le feu. Bilan, 2 morts et 7 blessés. 4 officiers de police sont entrés dans le cinéma pour affronter le tireur. Ils ont entendu des tirs à ce moment-là. L'assaillant a été blessé à mort par ses propres tirs après avoir déchargé son arme à plusieurs reprises. Une centaine de personnes se trouvaient à l'intérieur du cinéma au moment de la fusillade. Selon plusieurs témoignages, le tueur aurait agi de sang-froid. Il aurait gardé le silence pendant son entreprise meurtrière. Si son identité n'a pour l'heure pas été révélée par les autorités, il s'agirait d'un homme d'une 50aine d'années, un blanc selon la nomenclature américaine. Coïncidence, au même moment, James Holmes, le tueur présumé du massacre du cinéma Aurora, était sur le banc des accusés.
Soupçonné d'avoir tué au moins 12 personnes pendant la projection du dernier Batman en 2012, les jurés ont retenu des facteurs aggravants contre James Holmes. Une première étape vers la condamnation à la peine capitale. Et puis je vous l'annonçais en titre, Kepler 452b. C'est donc à ce doux nom que répond une planète cousine de la Terre. Vous la voyez sur ces images. La NASA a annoncé avec émotion sa découverte. Elle est plus grosse et plus vieille. Et bien cette Terre 2.0 pourrait abriter une forme de vie et nous en apprendre davantage sur la nôtre. Écoutez les responsables de la NASA. Today we're announcing the discovery of an exoplanet. Nous annonçons l'existence d'une exoplanète qui, de ce que l'on peut dire jusqu'à présent, est une proche cousine de notre Terre dans notre système solaire. Elle est la plus proche jusqu'à présent, et j'insiste sur ce jusqu'à présent, car les données que nous transmet la mission Kepler sont très nombreuses et nos équipes ainsi que la communauté scientifique travaillent à plein régime dans le but d'en extraire d'autres informations dans un futur proche. Mais aujourd'hui, grâce à l'étude de ces données, nous sommes en mesure d'annoncer la découverte de la plus proche jumelle de la Terre jamais trouvée, ou plutôt une Terre numéro 2. Maurice, il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Après la découverte de cette planète Terre bis, on commence par les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que l'exoplanète Kepler, vous l'avez dit, est la plus similaire de la Terre qui n'a jamais été observée. Alors Kepler est située à une même distance de son étoile que la Terre du Soleil. Elle tourne autour de son étoile en 385 jours, un peu comme la Terre. Son rayonnement solaire est similaire à notre planète. Enfin, Kepler est une planète rocheuse avec une atmosphère épaisse et de grandes quantités d'eau, peut-être liquide, ce qui suppose l'existence de la vie. Alors il y a des nuances. Kepler est plus massive, elle a un rayon 60% plus grand que celui de la Terre. Elle est plus âgée, vous l'avez dit, 6 milliards d'années, 1,5 milliard de plus que la Terre. Enfin, un petit problème, sur Kepler, la gravité est 2 fois plus grande que sur la Terre, mais on peut s'y faire, affirment les scientifiques. Alors, on pourrait vivre avec ça. Alors, il y a de moins bonnes nouvelles, en fait, c'est parce qu'elle nous apprend davantage de choses sur notre avenir. Oui, effectivement, ces similitudes avec Kepler nous annoncent ce que pourrait bien être l'avenir de la Terre. Sa position par rapport à son étoile pourrait indiquer que Kepler vient d'entrer dans une période de fort réchauffement. Alors l'augmentation de l'énergie dégagée par Kepler pourrait provoquer l'évaporation des océans, entraînant ainsi une perte irrémédiable de l'eau. Kepler pourrait ainsi subir ce que la Terre connaîtra dans un peu plus d'1 milliard d'années, quand le Soleil vieillira et deviendra plus brillant et plus chaud. Voilà pour cette découverte. Merci Maurice Fergan. Cela fait plus d'une semaine que la crise des éleveurs se poursuit. Le président François Hollande s'est rendu hier à Dijon où il a fait pression pour la première fois directement sur la grande distribution en appelant à un effort indispensable pour soulager les éleveurs et parvenir donc à une hausse des prix. La mobilisation est-elle en train d'évoluer? Les barrages routiers sont en train de céder la place à des actions coup de poing. Julia Galantia. François Hollande fait pression sur la distribution, les abatteurs et les transformateurs. À Dijon, le président français tente de parvenir à une hausse des prix pour enrayer un mouvement d'éleveurs toujours actif. Le président de la République a rencontré des représentants d'organisations agricoles et a tenté de rassurer les éleveurs en faisant valoir le plan d'urgence de 600 millions d'euros annoncé la veille. Il y a là aussi des décisions qui ont été prises et qui vont maintenant se traduire. Car nous voulons qu'il y ait non seulement la distribution qui fasse l'effort indispensable pour rémunérer les producteurs, mais également les abatteurs et les transformateurs qui doivent rendre des comptes. Auparavant, Manuel Valls avait lancé un appel à la responsabilité des abatteurs et des industriels. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé la généralisation de l'approvisionnement local en viande dans les restaurations collectives d'État. Le service des achats de l'État va renégocier tous les contrats d'approvisionnement. Il faut consommer de la viande française. C'est une viande de qualité. C'est aussi là une manière d'aider sur le long terme la filière. En attendant, le plan gouvernemental a suscité des réactions très mitigées. Néanmoins, à la mi-journée, la FNSEA a promis de lever les barrages autour de Lyon. Les blocages ne devraient donc pas perdurer afin de ne pas perturber le grand chassé-croisé des vacanciers ce week-end, même si sur les routes, ils sont plutôt compréhensifs. Ça fait 2 heures que je suis parti, mais c'est pas grave. Je me fais une raison, mais par contre, ils ont bien raison, faut pas qu'ils lâchent, pardon. Mais le gouvernement n'a pas la main sur les prix. Il ne peut qu'inciter les industriels et la grande distribution à revoir à la hausse leurs tarifs d'achat. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, s'est tourné vers l'Europe pour envisager des solutions au niveau communautaire. Un conseil des ministres européens de l'agriculture aura lieu en septembre.
Voilà, et pour ceux qui n'auraient pas tout compris à cette crise des éleveurs, restez avec nous. On va tenter de résumer, d'analyser ce qui se joue depuis une semaine en France avec vous, Betsabé, et un petit quiz en 4 questions. Un petit quiz, une sorte de petit quiz pour les nuls. Tout d'abord, est-ce que vous savez qui sont les manifestants exactement? Est-ce qu'il s'agit de producteurs de viande bovine, d'éleveurs de porc, de producteurs de lait ou de céréaliers? Maurice? La viande et le lait, hein. Exactement. Ouais. Pour le coup, les céréaliers ne font pas partie du mouvement. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont des revenus beaucoup plus confortables que les éleveurs. Deuxième question, pourquoi le mouvement est-il parti de Normandie? Est-ce que l'économie est liée à l'activité agricole? C'est le territoire le plus producteur de viande ou c'est là où les revenus sont les plus faibles? Barbara? Tic. Je donne ma langue à la vache. Tac. Alors, 15% du lait français est collecté et transformé dans les usines normandes, sans compter que la région est également une terre d'élevage qui accueille les entreprises d'abattage. Et c'est donc pour cela que la manifestation est partie de là pour s'étendre. Réponse 1. Donc, ensuite, que réclament les éleveurs? Est-ce qu'ils réclament le même statut que les éleveurs allemands? Une augmentation des prix d'achat de la viande bovine et du porc? L'interdiction des importations de viande étrangère? Oui. La réponse, c'est la deuxième, évidemment, puisqu'en priorité, ils veulent le respect de cet accord du 17 juin qui prévoyait notamment une augmentation des prix d'achat de la viande bovine et du porc aux éleveurs de 5 centimes par semaine. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à peine 7 centimes ont été gagnés en un mois. Et puis, dernière question, qui ne joue pas le jeu? Est-ce que c'est les distributeurs, les industriels, la grande distribution, le gouvernement, les abatteurs? Réponse, Maurice, une dernière chance. Les vaches. Eh bien non, ce sont les abatteurs. Réponse 3, la grande distribution semble, elle, avoir globalement en tout cas joué le jeu. Ce sont les abatteurs qui ont été pointés du doigt, les abatteurs qui ont augmenté leur prix, certes payés aux éleveurs, mais cela dit sans aller jusqu'à ces 5 centimes par kilo et par semaine qui avaient été prévus. Voilà, maintenant on a tout compris. Merci beaucoup, Betsabé. C'est une victoire pour le gouvernement de Manuel Valls. Le Conseil constitutionnel a jugé la loi sur le renseignement conforme à la Constitution. Seuls 3 articles ont été censurés, dont un qui devait permettre aux services de renseignement, en cas d'urgence opérationnelle, de déroger à l'autorité politique. François Hollande a pris acte hier soir dans un communiqué de cette censure partielle qui ne modifie en aucune façon, je le cite, l'équilibre de la loi et ne prive pas les services de renseignement de leurs moyens d'agir. Manuel Valls a lui aussi salué cette décision sur Twitter. Il signe ces 2 mots, progrès décisif. C'est une surprise. Contre toute attente, l'équipe médicale de Vincent Lambert ne s'est pas prononcée sur l'arrêt des soins du patient tétraplégique et s'en remet au ministère de la Santé. Elle a aussi demandé la protection du patient qui aurait fait l'objet d'un projet d'enlèvement. Léa Berdugo. C'est un coup de théâtre. Contre toute attente, Vincent Lambert est pour l'instant maintenu en vie. En réalité, les médecins du CHU de Reims n'ont pris aucune décision quant à l'arrêt des soins du patient tétraplégique. Le docteur Simon, en charge de Vincent Lambert, a décidé de se référer au ministère de la Santé quant aux suites à donner à ce dossier. La ministre Marisol Touraine a d'ailleurs apporté son soutien à toute l'équipe médicale. Les médecins ont également annoncé vouloir saisir le procureur. Objectif, la désignation d'un représentant légal du patient après avoir eu vent de projets d'enlèvement. La sécurité du service qui abrite Vincent Lambert a également été renforcée. Selon le CHU de Reims, les conditions de sérénité et de sécurité nécessaires à la poursuite de cette procédure ne sont pas réunies. Les membres de la famille de Vincent Lambert se déchirent sur son sort depuis de nombreuses années. Les parents souhaitent son maintien en vie, tandis que son épouse et une grande partie de ses frères et sœurs sont en faveur d'un arrêt des soins. Le 5 juin dernier, la Cour européenne des droits de l'homme avait confirmé l'avis du Conseil d'État. Ce dernier estimait que la continuation des soins du patient constituait une obstination déraisonnable. L'institution a également validé la décision médicale de suspendre son alimentation et son hydratation artificielle en l'accompagnant jusqu'à sa mort par des soins palliatifs. Vincent Lambert souffre depuis 2008 de lésions cérébrales irréversibles après un accident de la route. Une information économique à présent, alors que les regards sont tournés vers Athènes et la situation financière de la Grèce. L'Ukraine risque, elle aussi, la faillite. Ce vendredi, elle doit rembourser à ses créanciers privés 120 millions de dollars, alors que ses caisses sont presque vides. L'Ukraine ne se prépare pas à la guerre, mais bien à affronter ses créanciers aujourd'hui. Plongée dans une crise financière depuis des mois, l'Ukraine est endettée à 70 milliards de dollars.
Ses créanciers, les États-Unis, le FMI, mais aussi Moscou, attendent du pays que Kiev réduise sa dette. Mais la situation économique du pays n'est pas au beau fixe. Ravagé par plus d'1 an de guerre dans l'est du pays, le produit intérieur brut de l'Ukraine est en chute constante. La prévision sur son activité économique pour 2015 serait en chute de plus de 9%. Déjà en 2014, le PIB du pays avait reculé de 7%. L'Ukraine tente de négocier auprès de ses créanciers d'alléger sa dette de 19 milliards de dollars. Le pays avait déjà demandé un abandon de créances de 40% il y a 2 mois, une option rejetée par ses créanciers. Pour eux, une restructuration de la dette est inenvisageable, sauf en cas d'une baisse des taux d'intérêt ainsi qu'un allègement des maturités de crédit. Petro Poroshenko, le président de l'Ukraine, s'est récemment étonné que les pays de l'Union européenne aient dépensé 400 milliards d'euros pour la Grèce, mais est rechigné à aider son pays. L'avenir économique du pays se joue donc aujourd'hui, mais l'Ukraine, au bord de la faillite, pourrait bien annoncer un défaut de paiement. La explication signée Océane Nicole. L'image de ce vendredi, la voici, cette tête d'une gigantesque statue de Lénine enterrée depuis la réunification. Elle ornait jadis une place de Berlin-Est, mais va de nouveau être exposée au public. Le retour de ce crâne d'1,70 m de haut et de 3,5 tonnes se heurte pourtant à des problèmes politiques et écologiques. Également enterré depuis plusieurs mois dans une forêt, il hébergeait en guise de cervelle des lézards d'une espèce protégée. Voilà pour cette image. Regain de tension au Proche-Orient. 2 Palestiniens tués en 48 heures en Cisjordanie lors d'affrontements avec l'armée israélienne. Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres. Explication Maxime Pérez. Enterrement sous tension à Beth Oumar. C'est dans ce village situé près de la ville de Hébron en Cisjordanie qu'un Palestinien de 53 ans a été tué jeudi matin en marge de l'arrestation d'un suspect recherché par l'armée israélienne. Selon le Croissant Rouge, l'homme aurait été atteint de 2 balles dans le bassin alors qu'il tentait d'extraire son fils d'affrontement entre soldats et jeunes lanceurs de pierres. Le drapeau jaune du Fatah était présent dans le cortège funéraire, une façon pour l'autorité palestinienne de s'associer à la colère de la rue. Le gouvernement israélien cherche à déstabiliser les Palestiniens. Nous rejetons et condamnons ces pratiques. La poursuite des tueries dans les territoires palestiniens ne sera pas ignorée. À Beth Oumar, les heurts se sont poursuivis une bonne partie de l'après-midi. Cette fois, les forces de sécurité israéliennes ont uniquement riposté avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Bilan 8 blessés, dont un garde-frontière israélien. Et puis parmi les jeunes émeutiers, cet homme cagoulé derrière un bloc de béton. Il est armé d'un fusil Kalachnikov qu'il utilise à une reprise avant de se replier. L'arme semble artisanale, mais la scène n'est pas sans rappeler celle de la seconde intifada. Tzahal s'est refusé à tout commentaire. Toujours est-il qu'il s'agit du second accrochage sérieux en moins de 48 heures. Mercredi, un autre Palestinien avait été tué au cours d'une opération de l'armée israélienne qui elle aussi avait dégénéré en affrontement dans le village de Brooklyn. Voilà, et on vient de le voir, selon un porte-parole de l'armée israélienne, les soldats ont été attaqués par une foule violente au moment de l'arrestation de ce jeune Palestinien. En quittant les lieux, les soldats ont été attaqués par la foule à coups de pierre et de briques. L'occasion pour nous de nous arrêter un instant sur cette forme presque ancestrale de la lutte palestinienne. Il s'agit de la guerre des pierres, des attaques qui sont en recrudescence ces derniers mois. Explication Julien Baloul. C'est la nouvelle source d'inquiétude en Israël. Les jets de pierre sur les voitures civiles israéliennes en Cisjordanie sont devenus presque quotidiens. Si la plupart des cas se terminent sans blessés, à plusieurs reprises, des conducteurs et passagers y ont lissé leur vie. Depuis le début de l'année, des centaines d'incidents ont été rapportés. Certains vont jusqu'au jet de cocktails Molotov. Face à ce phénomène, Israël cherche la réponse adéquate. Plusieurs responsables sécuritaires craignent qu'une intifada qui ne dit pas son nom n'ait commencé. Tzahal a augmenté son nombre d'arrestations de Palestiniens en Cisjordanie. Parallèlement, la présence des forces de sécurité a été augmentée. Mais les officiers sur le terrain l'affirment, cette stratégie n'apporte qu'une réponse partielle et ne peut pas garantir à 100% la sécurité des Israéliens dans la région. Le gouvernement lui aussi tente de mettre fin à la menace. Sur proposition de la ministre de la Justice Ayelet Shaked, la Knesset a voté en 2e et 3e lecture la loi visant à renforcer les sanctions contre les lanceurs de pierres. Ces derniers risquent désormais jusqu'à 20 années de détention en cas de dégâts causés aux véhicules, au transport public, mais aussi aux personnes. Le texte a été voté par 61 députés, de la majorité comme de l'opposition.
D'après la ministre, un lanceur de pierre sera désormais considéré comme un terroriste et seule une forte sanction peut éviter d'éventuelles violences. Une mesure dont l'efficacité devra se vérifier sur le terrain. Allez, on tente de mieux cerner cette guerre des pierres qui n'est pas neuve dans la région. Avec vous, Ali Wakad, bonjour, merci d'être avec nous, notre spécialiste du monde arabe. Et avec vous, Daniel Haïk, notre spécialiste politique. Bonjour, alors d'abord, Daniel, un peu d'histoire. La guerre des pierres, on l'a dit, n'a rien de neuf au Proche-Orient. La première intifada a d'ailleurs été baptisée la guerre des pierres. La première intifada qui a été déclenchée à la fin de l'année 87, effectivement, s'appelait la guerre des pierres. Et quelque part, lorsque l'on veut comparer, puisqu'on parle peut-être de troisième intifada, c'est un thème qui revient régulièrement, si on compare la première et la seconde intifada, la première intifada, celle des pierres, a abouti aux accords d'Oslo, du point de vue des Palestiniens, tandis que la seconde intifada, celle des armes à feu, eh bien, s'est terminée dans le sang de l'opération Rempart, et elle n'a apporté, on va dire, que douleur du côté palestinien. Et donc, quelque part, les Palestiniens, peut-être que au sein de l'autorité palestinienne, on considère qu'il est bon de laisser faire les émeutiers, ceux qui utilisent les pierres, tout en sachant, et là il faut bien entendu le préciser, que ces pierres, eh bien, elles sont de différentes tailles. On a vu des petites pierres qui sont lancées facilement par des jeunes, mais il peut y avoir des pierres qui sont des véritables blocs et qui peuvent tuer des personnes. Une pierre peut tuer, et elle a déjà tué sur les routes de Judée et de Samarie. On va en parler dans un instant. Alors justement, vous parliez des émeutiers. Ali, qui sont ces Palestiniens qui lancent des pierres sur les routes de Cisjordanie? Ce sont des jeunes et des adolescents qui n'ont aucun horizon dans leur vie privée. Pour une grande partie d'entre eux, ils sont au chômage. Une grande partie d'entre eux ne voient pas comment ils peuvent avoir une vie meilleure. Donc, la seule option qu'ils ont, c'est d'essayer de se confronter avec les forces israéliennes. Mais pour comparer la première et la deuxième intifada, Daniel a raison de dire que pour les Palestiniens, pour la direction palestinienne, pour l'autorité palestinienne, la pierre a apporté les accords d'Oslo, a rapproché l'autorité palestinienne d'un État palestinien. La direction qui était jadis en Tunisie, elle est maintenant proche de Jérusalem. Et c'est pour cela, au sein de l'autorité palestinienne, il y a pas mal de discussions. Est-ce qu'il faut revenir à ce qu'ils appellent la résistance populaire ou l'intifada populaire, l'intifada de pierre, contrairement à l'intifada des armes. Et vous confirmez ce laisser-faire des autorités palestiniennes? Si on parlait il y a 6 ou 7 mois, j'aurais dit que la très grande majorité de l'autorité palestinienne prendra pour cette option. Maintenant, dans ces derniers mois, le Hamas essaye de se réveiller en Cisjordanie et l'autorité palestinienne craint que le Hamas essayera d'en profiter de cette situation. C'est pour cela qu'il y a des différences au sein de l'autorité palestinienne. S'il faut laisser les foules palestiniennes rentrer dans une... Pour la réponse à donner également à ces jets de pierre, vous le disiez, allez-y. Concernant les faits dissuasifs, il y a eu dans le passé des cas où, par exemple, à Jérusalem même, puisque ce phénomène existe aussi à Jérusalem, dans le quartier de Silouane, il y a eu une recrudescence de jets de pierre à une certaine période, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Le commandant en chef de la police a convoqué les parents des jeunes, parce que ce sont souvent des jeunes qui jettent ces pierres. Il a convoqué les parents, il leur a dit à chaque pierre jetée, vous devrez payer 1000 shekels. Et à partir de ce moment-là, on a assisté à un retour au calme dans ce quartier de Silouane. Donc il y a des moyens de dissuasion, le durcissement des peines de prison ou des risques de peine de prison. La mesure qui a été prise par Ayelet Shaked, par le gouvernement et la Knesset cette semaine, c'est de nature à essayer de calmer les esprits. Est-ce que cela suffira? On le verra dans les prochains mois. Daniel, je vous rappelle que quand on a décidé de démolir les maisons, il y avait une nature dissuasive au premier moment peut-être, au premier mois. Si c'est immédiat, après ça n'a pas d'effet. Tout à fait, et ça ce qui va se passer avec cette loi. Vous savez, depuis 67, Barbara, presque 1 million de Palestiniens ont été arrêtés, ont été emprisonnés par les autorités israéliennes. Et donc, elle est où cette nature dissuasive de toutes les lois que les autorités israéliennes ont établies? Alors justement, qu'est-ce qu'il manque dans ces mesures? On a parlé de sanctions, on a parlé de renforcer les soldats sur place. Comment Israël peut assurer la sécurité de ses habitants en Cisjordanie sans mettre le feu aux poudres? Simplement, il faut continuer à encourager l'autorité palestinienne à se battre et à comprendre que les Palestiniens vont perdre si jamais ils vont rentrer dans une confrontation militaire. Maintenant, il y a 2 moyens à faire ça. Il y a techniquement
les aspects militaires, les aspects de services de sécurité, mais il faut redonner la vie dans ce qu'on appelle le processus de paix pour qu'un jeune Palestinien, il pensera qu'il peut y avoir pour lui la chance d'étudier, de travailler et d'avoir une vie meilleure au sein d'un processus pareil. Le malheur de cette région à présent, c'est que les deux directions, pour le moment, n'envisagent aucun processus dans lequel... Alors, le mot de la fin pour vous, Daniel, il faut peut-être rappeler qu'a priori, cette forme d'intifada par les fiers n'est pas la plus offensive, mais qu'elle peut tuer. Ça a été le cas d'un très jeune bébé il y a quelques mois. Ça a été le cas à 2 reprises ces dernières années. Asher Palmer, avec son fils Jonathan, ont été tués sur une route du Gush Etzion en 2011. Et il y a Adele Beaton, une petite fille qui a été tuée, qui est morte des suites de ce jet de pierre. Donc effectivement, des pierres peuvent tuer, cela arrive. Et ce qui est important de souligner, c'est que l'on ne parle pas de tous les cas où il n'arrive rien, mais où il y a des familles, énormément de familles d'habitants des juifs des territoires qui sont victimes, qui voient leur voiture totalement endommagée. Et on n'en parle pas du tout, ça passe inaperçu, ça fait partie de la réalité. Merci beaucoup pour cette recrudescence de ces jets de pierre ces derniers mois en Cisjordanie. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Et puis on va finir sur autre chose avant de se quitter. Pour un point complet sur l'actu, c'est l'été, vous le savez, et en Israël, de nombreuses attractions touristiques sont proposées en ce moment, direction l'un des plus grands parcs de Tel Aviv, où vous pouvez monter dans une drôle de montgolfière. Maël Benoliel, vous êtes sur place. Barbara, comme vous pouvez vous en douter, il y a d'ici une vue imprenable, un panorama de 360 degrés sur tout Tel Aviv et même sur toute la région du Gush Dan, puisque je me trouve à plus de 120 mètres de haut à bord d'une montgolfière. Tel Aviv Balloon est la nouvelle attraction touristique et familiale de cet été 2015, située au niveau du parc Ayarkon, un concept qui existe déjà à Paris ou à Hambourg et qui a été importé en Israël par le docteur Ophir Miller, avocat de métier. Alors évidemment, les participants ont tout intérêt de ne pas avoir le vertige, car croyez-moi, c'est quand même impressionnant de se retrouver comme ça au-dessus de la ville. Et je peux vous dire que d'ici, tout paraît beaucoup plus petit. Rassurez-vous, pas de risque de s'envoler plus haut ou de se retrouver dans le ciel à la dérive, puisque cette montgolfière gonflée à l'hélium est rattachée au sol à l'aide d'un câble. Il s'agit aussi de faire confiance à toute l'équipe de professionnels qui gère cette attraction et aussi bien sûr à cet énorme ballon au-dessus de moi de la taille d'un immeuble de 7 étages. Une montgolfière qui peut accueillir dans sa nacelle circulaire jusqu'à 30 personnes au même moment. Une attraction, comme vous l'aurez compris, qui est un très bon moyen de s'envoyer en l'air. 3 minutes seulement sont nécessaires pour atteindre la hauteur de 120 mètres. Mais une attraction qui n'est pas donnée pour autant, puisqu'il faut se délester de 75 shekels, soit environ 15 € pour les adultes, un peu moins cher pour les enfants, pour monter à bord de cette montgolfière, le temps d'une balade de 12 minutes en tout et pour tout au-dessus de Tel Aviv. Voilà pour cette attraction de l'été. Merci Maël. On se quitte donc pour un nouveau point complet sur l'actu. Juste après, comme tous les vendredis, on fera le point sur l'actu média de la semaine. Le grand mercato en vue de la grille de rentrée se poursuit. Canal revoit totalement sa stratégie du clair et du crypté. Et le seul magazine gay de France, Têtu, va disparaître. Ce sera donc après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Daniel Atlan. Retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous ce matin. Comme tous les vendredis, il est l'heure désormais de tenter de résumer l'actu de la semaine avec vous, Michel Kishka, et vos dessins. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et on démarre par le dossier du nucléaire iranien, encore et toujours. Bah oui, c'est un dossier qui suscite énormément de dessins. Voilà, et c'est évidemment, on ne pourra ne pas s'arrêter. Benyamin Netanyahou tente, en tout cas coûte que coûte, de torpiller l'accord. Il va essayer de le faire jusqu'au bout. À mon avis, c'est trop tard. Ouais. Hein, à mon avis, c'est trop tard. Il ne va pas y parvenir. Et donc voilà, j'ai essayé de dessiner ça. J'ai eu 2 idées différentes, mais qui finalement disent une seule et même chose. Voilà, il y a l'Iran qui s'en va sur un tapis iranien avec Obama. Et voilà, Netanyahou, il est dans l'ombre et il n'est pas très content. Et c'est grosso modo plus ou moins ce qui s'est passé. C'est là qu'est Israël. C'est là qu'est Israël à cause de la manière dont il a mené sa politique. Il se peut que sur le fond, il n'ait pas entièrement tort. Sur la forme, il a eu entièrement tort. On est arrivé à une confrontation frontale avec les États-Unis. Et d'un autre côté, il n'y a pas un roman d'amour entre les États-Unis et l'Iran. Hein, quand on lit cet accord, on comprend bien que c'est quelque chose de très très limité.
Mais bon, moi je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux un accord que pas d'accord du tout, qu'il n'y a pas d'accord parfait, et qu'il vaut mieux une mauvaise paix qu'une bonne guerre. Alors voilà, on en est plus ou moins là. Et il y a un deuxième dessin, on va le voir, le deuxième dessin sur l'Iran et Benyamin Netanyahou. Non, juste avant, peut-être, on va essayer de le trouver. Peut-être. Bon, alors on va essayer de le retrouver. En tout cas, Benyamin Netanyahou, à votre avis, a renforcé l'isolement d'Israël dans ce dossier? Oui, mais c'est pas d'hier. Hein. Mais disons que le dossier iranien, il a mis tous ses jetons sur le dossier iranien, sur la table du casino politique d'Israël, et il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Et c'est là qu'on en est. Voilà, il n'y a pas deux manières de le dire de façon objective. Hein, je pense que je ne suis même pas en train d'émettre une opinion politique. Je constate un fait. Et ça n'a pas d'importance quelle est mon opinion politique. C'est un fait. Israël n'a jamais été autant isolé. Et ce qui énerve d'autant plus les partisans de Netanyahou, c'est que maintenant, l'Iran tous les investisseurs courent en Iran. Tous ceux qui faisaient les sanctions et les embargos sont bien contents de reprendre les relations. Voilà, on n'avait qu'à avoir du pétrole, on n'en a pas eu. Il faut se démerder avec l'eau de mer. Hein. Voilà. Allez, toujours, on va peut-être essayer de voir le premier dessin que vous a inspiré ce combat de Benyamin Netanyahou. Il était très marrant. Alors voilà, on l'a trouvé. Voilà. Il est sorti un peu pixelé, mais c'est pas grave. C'est Rouhani et Obama en train de se faire un selfie avec leur tige de selfie. Bibi pas content et Rouhani dit dis-lui de rester hors champ, il va nous foutre le photo finish en l'air. Voilà, c'est là qu'on en est. C'est là qu'on en est. Dans le photo finish, on est les seuls à tirer la gueule. Parce que quand on voit Zarif et quand on voit Kerry et quand on voit tous les partisans russes, chinois, européens, ils pensent qu'ils sont arrivés au meilleur accord qu'ils auraient pu arriver dans les circonstances actuelles. Malgré une bataille qui va se poursuivre encore au Congrès américain pour 2 mois, on va voir où ça va nous mener. Toujours en Israël, Michel, on a beaucoup parlé foot cette semaine, mais pas pour les bonnes raisons. C'est le Beitar Jérusalem qui s'est illustré une nouvelle fois. Hein. Oui, ce sont les supporters. Hein. J'ai écrit sur mon blog que les supporters de Beitar Jérusalem sont insupportables. Donc c'est une façon de faire un jeu de mots. Voilà, moi je trouve que vraiment l'image... Et pas tous, hein, les ultras du Beitar, voilà, c'est la familia. Hein, c'est une petite savez, poignée. En Israël, on les appelle la familia. Mais vous savez, toutes les équipes de foot au monde, ils ont leurs excités. Hein. Les hooligans, c'est pas quelque chose de particulièrement Beitar Yerushalayim. Malheureusement, il y a aussi derrière tout ça un relent de racisme. Et au sein même, vous savez, en Israël, c'est une équipe qui refuse d'avoir des joueurs de foot arabes. Et ils sont en train de se faire dépénaliser. Il y a même des chances que leur équipe de foot soit finalement illégale à cause de cette politique raciste qu'ils ont. Bon, c'est l'expression de ce qui se passe dans la société. Et finalement, je mets... Allez, j'ai fait les bureaux du BDS en Belgique, qui ressemblent à une épicerie fermée dans un vieux quartier de Bruxelles, avec deux Bruxellois qui passent. On parle d'un match qui a eu lieu le week-end dernier à Charleroi. Les supporters du Beitar qui ont lancé des cocktails Molotov. Et qui ont blessé le gardien de but de Charleroi. Voilà, d'accord. Et finalement, il y en a un qui dit ils arrêtent de délégitimer Israël et de la traîner dans la boue. Ils sont étonnés que BDS ferme. Et son copain lui dit les supporters de Beitar Jérusalem font ça beaucoup mieux qu'eux. C'est vrai, parce que vraiment l'image qu'ils ont donnée Israël, elle est vraiment triste et j'espère qu'on va vite l'oublier. Si seulement ils jouaient bien au foot. Voilà, ils se sont fait éliminer. Ils ont été battus 5-1 et puis hier 4-1. Pour le match retour, c'était au Stade Teddy de Jérusalem, ils ont perdu. Donc leurs supporters peuvent aller s'exciter sur d'autres terrains maintenant. Voilà, dernier dessin. Michel, c'est le couple Klarsfeld qui a été décoré en Allemagne pour son combat contre les nazis. Ils ont reçu la médaille du mérite de l'Allemagne fédérale. Et je trouve que c'est une chose que j'ai eu envie de dessiner. J'avais jamais eu l'occasion de dessiner le couple Klarsfeld, qui est un couple extraordinaire, qui a un combat de toute une vie, qui s'arrêtera le jour où ils disparaîtront. Ils n'arrêteront jamais ce combat. Et finalement, en revoyant un peu leur biographie, il y a leur livre que je suis en train, il est sur ma table de chevet. Et bon, finalement, ils ont fait poursuivre Kurt Lischka et Kurt Waldheim, qui étaient ni plus ni moins chancelier d'Autriche et premier secrétaire des Nations Unies. Et Alois Brunner. Et Klaus Barbie, le bourreau de Lyon. Et puis aussi Papon, Bousquet, et il y en a d'autres. La liste est longue, elle ne sera jamais finie. Plus leur contribution au mémorial de la Shoah, plus le fait de la reconnaissance de la France sur sa participation à la Shoah des Juifs de France, ils mènent un combat extraordinaire. Donc c'est pour ça que j'ai changé son étoile jaune en étoile de shérif. Voilà, c'est un joli clin d'œil. Un espèce de justicier qui travaille en toute légitimité et qui fait un travail formidable et que je salue. Voilà pour le couple Klarsfeld récompensé en Allemagne. Merci beaucoup Michel, restez avec nous. On va parler art contemporain à présent avec Marie Chek. Marie, comme tous les vendredis, vous venez nous présenter un ou
une artiste israélienne. Et cette semaine, vous nous parlez de Yehudit Sasportas. Elle est exposée en ce moment à Zichron Yaakov. Voilà, c'est Zichron Yaakov. Ils ont ouvert un hôtel il y a quelques mois, l'hôtel Elma. À Tel Aviv, il y a un nouvel hôtel qui s'appelle Alma. Donc faites la différence avec la première lettre. Et Yehudit, que vous voyez ici, un de ses tableaux, un de ses travaux. Et vous voyez, c'est à l'envers. Donc c'est un dessin fait, et elle divise souvent les tableaux entre la conscience et l'inconscient. Et donc derrière, nous voyons cet arbre qui est imbibé dans l'herbe. C'est souvent des tableaux faits dans des forêts, souvent en Allemagne, accompagnés de sons et de musique qui l'aident à former ces dessins, ces travaux, vous voyez. Et ça fait partie d'une grande œuvre, presque sculpturale, qui est à Zichron Yaakov, je crois qu'une taille de 10 mètres. Donc, à chaque étape de l'hôtel, on peut voir son travail. J'espère qu'on va le voir en total. Et c'est juste un mélange de bois, de couleurs, de dessins, de fleurs, de conscient, d'inconscient. C'est magnifique. Et c'est un hommage aussi un peu au béton. Vous savez, dans les années 60, il y avait un architecte qui s'appelait Zeev Rechter, dont le fils aussi est architecte, et qui a construit beaucoup de bâtiments avec du béton. Mais ils ont appelé ça la brutalité. Voilà, c'est ça le travail. Vous voyez, c'est comme un paravent, c'est très influencé un petit peu japonais, c'est très sombre. En mettant ça, c'est à Venise, à la Biennale. Elle a représenté Israël à la Biennale en 1999. Et on a envie d'ouvrir, on a envie de découvrir qu'est-ce qui se passe derrière ces portes. Son père était menuisier et sa mère couturière. Je dis ça parce que ça a influencé cette délicatesse du trait. Alors, et donc la brutalité de Zeev Rechter dans l'hôtel Elma qu'on a fait dans les années 60, cet hôtel a été retapé dernièrement et le béton qui est froid, qui fait mal, et Yehudit, son travail revit ou habite l'espace de la froideur mais l'hôtel, je vous dis, c'est un des plus beaux hôtels. Alors, où on voit la mer. Et il n'y a pas que le métier de ses parents qui l'a influencé, Marie, son histoire personnelle l'a influencé, un drame familial qu'elle a vécu, qui sont présentes finalement dans toutes ses œuvres. Elle a perdu son frère. Je vais dire en 2 mots, son frère a été assassiné, torturé, elle a retrouvé le corps dans une forêt souvent. Par le Hamas, enlevé, torturé, tué. Il y a une vingtaine d'années, ça a été un moment grave de cette famille et toute sa vie, elle est à la recherche, à la quête de quelque chose, mais elle en a fait de l'art spirituel, elle en a rendu vraiment rendu majestueuse l'art qu'elle a, le talent qu'elle a, ce dessin qu'elle fait à travers les forêts, c'est là-bas qu'elle a retrouvé elle-même le corps de son frère. Donc il y a tout un mélange de la société israélienne, de cet hôtel magnifique des années 60 qui a été refait maintenant. Je conseille à tout le monde d'aller voir parce que c'est un centre de musique et d'art à Zichron Yaakov, créé par Lili Elstein. Voilà, Yehudit Sasportas au musée Elma de Zichron Yaakov. Merci beaucoup d'être venue nous en parler, Marie. Et comme tous les vendredis, vous le savez, on passe en revue également toute l'actu média de la semaine qu'on aurait loupé. Rudy, vous venez nous la résumer. On démarre aujourd'hui par le grand chamboulement à Canal+. Le clair, le crypté, tout ça se réorganise. Oui, alors avec le limogeage début juillet de Rodolphe Bernmer et de son remplacement par Maxime Saada en tant que directeur général de Canal, alors on pouvait s'attendre à une vraie révolution demandée par l'actionnaire Bolloré sur la grille de rentrée. Alors, or, ça ne sera pas une révolution, mais ce sera une évolution avec une sorte de jeu de chaises musicales. Alors, le grand journal ne sera pas supprimé comme le voulait justement Vincent Bolloré, mais il sera profondément remanié. L'équipe sera resserrée. L'émission donc sera présentée par Maïtena Birama qui remplace Antoine Decaune, choix privilégié de l'actionnaire. Quant au petit journal, il sera renforcé et rallongé. Jeu des chaises musicales encore avec le midi. Daphné Burki qui anime en ce moment le Tube prend les rênes de la nouvelle émission, donc la nouvelle édition, l'édition du midi, et Ophélie Meunier qui elle va animer l'émission média de Daphné Burki, le Tube. Donc vous avez compris un petit peu les changements. Quoi. Voilà. Tout le monde s'échange. En revanche, en clair et en crypté, la grande différence, c'est les guignols qui seront désormais payants. Oui, et après le tollé provoqué par cette rumeur de la suppression des guignols, la nouvelle est tombée. Alors les guignols ils restent en quotidienne, leur budget aussi est maintenu, mais changement, l'émission satirique passe désormais encryptée juste avant le film, juste à 20h50. Alors autre émission qui passe encryptée, l'effet papillon, le magazine de reportage qui était en clair présenté par Daphné Roulier, et encrypté toujours
une nouvelle émission, un late show hebdomadaire présenté par Antoine Decaune. Qui reste à Canal finalement. Qui reste à Canal et on devrait retrouver autour de lui des comédiens comme Fred Testo. Et il y aura plusieurs grandes soirées événementielles autour du divertissement parce que ce passage vers le crypté des divertissements, c'est en fait le cœur de la nouvelle stratégie de Canal+. Alors traditionnellement, Canal+ a tiré ses abonnés par le football et le cinéma qui étaient des produits d'appel fort, sauf que l'arrivée, la concurrence de beIN Sport qui a racheté énormément de droits de football et le streaming sur Internet pour le cinéma font que ces deux leviers marchent moins bien. Moins attractif. Voilà, donc la nouvelle stratégie, c'est de proposer des séries maison, de produire des séries de qualité maison pour attirer éventuellement les téléspectateurs et les abonnés, puis surtout donc des nouveaux divertissements de grande qualité qui eux donc vont passer en crypté. C'était traditionnellement en clair pour pouvoir être la vitrine. Désormais, ça sera encrypté, donc les abonnés vont y aller pour pouvoir regarder du grand divertissement. Il y aura des shows avec Jamel, par exemple. Donc voilà, c'est un changement de cap qui a été souhaité par Vincent Bolloré et qui a donc été mis en place en 15 jours par la nouvelle direction de Canal. Donc résultat à la rentrée. Voilà, chamboulement de grille. Voilà, et la grille historique de Canal est en train de changer. Allez, on parle maintenant d'M6 qui va enfin diffuser la version française d'une télé-réalité qui est très ancienne aux États-Unis, ça s'appelle The Apprentice. Oui, elle a plus de 10 ans, elle est déjà culte aux États-Unis, en Angleterre aussi. Alors, le concept de The Apprentice, c'est simple, pour résumer, c'est une sorte de Koh-Lanta en entreprise. Il y a deux équipes de 7 candidats, 7 hommes, 7 femmes, âgés de 20 à 40 ans. Ils s'affrontent dans différentes épreuves, donc déjà par équipe, mais ils s'éliminent dans les équipes. Tout ça pourquoi ? Pour décrocher un poste important au sein d'une grande entreprise. Et ils ont un juge grand chef d'entreprise. Alors dans la version américaine... Très connu d'habitude, oui, c'est ça. Là, dans la version américaine, il était très connu. Un certain Donald Trump dont on parle énormément en ce moment. C'est un show évidemment très tourné vers le capitalisme, très sauvage. Regardez un peu le style Donald Trump, il ne fait pas dans la dentelle. You're fired. 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 Voilà, vous êtes viré. Vous êtes viré. Voilà, alors le fameux vous êtes viré, c'est un petit peu comme quand Denis Brognard éteint la torche dans Koh-Lanta. C'est ça, c'est le vous êtes viré. Donc M6 continue à exploiter le filon de l'entreprise après Capital et Patron Incognito. Donc dans la version française, c'est Bertrand Bonnel, le directeur et le créateur de la société Atari, qui incarnera le patron. Première diffusion en septembre. Alors, dernière info à ne pas manquer, ce n'est pas en France que ça se passe, mais ça a fait les gros titres un peu partout. C'est en Allemagne, c'est une certaine Angela Merkel qui est mise en scène. Oui, ou plutôt son sosie, car Angela Merkel, la vraie, elle est plutôt contre le mariage des couples du même sexe. Elle a déclaré que le mariage... C'est une pub pour un magazine lesbien allemand. Absolument, avec son sosie mise en scène, regardez. Mehrheit von rund 62% für die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren gestimmt. Für den katholisch geprägten Staat bedeutet das Votum eine Zeitenwende. Doch bis 1993 stand Homosexualität unter Strafe. Straight. Voilà, alors il y a même une autre version un peu plus osée. On voit la chancelière se rhabiller après des ébats homosexuels. Donc voilà, c'est son sosie. Ça fait énormément de bruit en Allemagne. Voilà, évidemment. Sans aucune transition, je vous laisse avec 3 news médias en bref. Eurosport devient 100% américain. Le groupe TF1 a cédé cette semaine sa participation de 49% dans la chaîne Eurosport à l'américain Discovery pour un montant de 491 millions d'euros. De son côté, TF1 a racheté à Discovery les 20% détenus dans les chaînes payantes TV Braise, Histoire, Ushuaïa pour un montant de 14,6 millions d'euros. Tétus, c'est fini. Le magazine phare de la communauté gay, créé il y a 20 ans, a été placé hier en liquidation judiciaire et va donc disparaître. En proie à de graves soucis financiers et à une baisse des ventes, moins de 30 000 numéros par mois, ce magazine porte-drapeau des droits des homosexuels avait accumulé les pertes depuis 2013. Et on finit avec de bonnes audiences pour le Tour de France qui, malgré les polémiques, passionne plus que jamais les téléspectateurs de France Télé. France 2 a battu son record de part d'audience sur le Tour depuis 2013, le 15 juillet dernier, lors d'une étape des Pyrénées. La chaîne a même enregistré des pics à 6 millions de téléspectateurs pour l'arrivée. Et oui, c'est tellement beau le Tour, on ne peut pas s'en empêcher. Merci beaucoup Rudy, merci Marie d'avoir été avec nous. Et merci à vous de votre fidélité au Morning. Je vous souhaite de passer une belle journée, un excellent week-end. On se retrouve dès lundi. Portez-vous bien.